Ohayou gozaimasu. Bonjour à tous et à toutes, mes très chers amis japonais, franco-japonais et amoureux du Japon. Ravi de vous retrouver pour la première fois sur la chaîne secondaire d'une japanophile passionnée de manga et culture animée. On ne le répétera jamais assez, mais les mangas peuvent traiter de tout type d'histoire aussi bien que n'importe quel autre média. C'est le cas du thriller qui trouve son maître étalon dans la bande dessinée japonaise avec Monster, en japonais Monster. Écrit par le célèbre mangaka Naoki Urasawa, le manga Monster nous emmène sur les traces d'un tueur en série dans l'Allemagne en pleine réunification lors de l'ère post-soviétique. En 1995, Naoki Urasawa démarre l'écriture de Monster. Publié entre 1995 et 2001, Monster, qui comporte finalement 18 tomes, a tenu en haleine des millions de spectateurs et a suscité un nouveau regain d'intérêt avec sa série animée fidèlement adaptée du manga et diffusée de 2004 à 2005 en 74 épisodes. Mais sinon, trêve de bavardage et découvrons ensemble la dualité dans la réunification de l'Allemagne à travers l'analyse de la série animée Monster. Monster est un travail d'introspection sur la condition humaine. Il défie notre compréhension du bien et du mal à travers la collection d'histoires très personnelles, avec la poursuite du monstre titulaire Johann Liebert par notre personnage principal Kenzo Tenma. Tout au long de ce voyage, un thème récurrent est celui de la dualité des choses telles que nous le percevons. Naoki Urasawa nous rappelle que les pièces sont toujours recto, verso. Des motifs tels que la lutte personnelle de certains personnages ou des événements historiques soutiennent ce thème et Urasawa utilise ces dispositifs pour jouer habilement avec nos perspectives et hypothèses. Au début de la série, Dr Kenzo Tenma, chirurgien de génie, a lui-même deux esprits. C'est un homme qui voudrait croire à la valeur intrinsèque de la vie humaine et tout et chacun lui rappelle constamment le contraire, que la valeur de la vie humaine est relative. Le docteur Tenma atteindrait cependant une révélation, à la suite de la mort d'un ouvrier turc dont on lui reproche que toutes les vies sont égales. Cela le conduirait à sauver la vie d'un jeune garçon, mais comme il l'apprendrait plus tard, même les situations simples peuvent être embourbées dans une morale grise, alors que le jeune Johann s'avère être apparemment une personne du mal abject. Le docteur Tenma est plongé dans un dilemme qui menace d'effondrer toutes les bases morales. Le docteur Tenma devient donc un homme déchiré en deux, confus et perdu quant à la compréhension de la moralité qu'il pensait pouvoir atteindre. Pourtant, Naoki Urasawa ne décrit pas le personnage du docteur Tenma comme un personnage unidimensionnel. Alors qu'il voyage dans sa quête pour réparer les morts qui ont résulté de son action, il lutte activement pour concilier le chemin qu'il suit actuellement avec ses convictions morales. Tenma oscille entre la lumière et l'obscurité. Cela pose le personnage principal de Kenzo Tenma comme un opposé idéologique à Johann Liebert, car en effet, Johann Liebert est plongé dans le nihilisme. En effet, le mal qu'il a vu et entendu dans son enfance a attiré plus de ténèbres. D'un autre côté, comme on le verra tout au long de cette histoire, Tenma croit en la valeur intrinsèque de la vie humaine. Il est prêt à sauver la vie de n'importe qui, quelle que soit la situation. Il fait confiance à l'humanité des gens, une position qui est soutenue par la représentation variée de personnages, apparemment sous un jour plus humain. Avant sa mort, bébé se révèle avoir soif de compagnie, d'amour et de compréhension. Tandis que le stoïque inspecteur Runge, initialement plus décrit comme une machine qu'un homme, laisse progressivement échapper ses regrets les plus profonds concernant ses lacunes en tant que père et mari. Fait intéressant, Naoki Urasawa joue davantage sur le contraste et les parallèles entre Tenma
et Yohan à travers ses représentations idéologiques, où la marque de nihilisme de Johann Liebert ne faiblit pas, étant exécuté comme une cruauté rapide et calculée et un mépris pour la vie humaine, il est moins du mal à concilier sa recherche pour tuer Johann avec son idéologie. Il est moins pur que celui de Johann. Urasawa souligne donc sa conviction que l'existence humaine est elle-même et telle, entachée de luttes idéologiques et de dilemmes moraux. En un sens, si quelque chose fait de Johann Liebert un monstre, c'est la pureté de ses actes. Des idéologies différentes sont souvent au centre des conflits et par extrapolation au cœur de la façon dont la société est et était. Aucune n'est encore plus vive dans celle de nos esprits que celle de la guerre froide. Un conflit qui oppose les valeurs capitalistes de l'Ouest et les valeurs communistes naissantes de l'Est. L'histoire de Monster tire une grande partie de son flair du fait qu'elle se déroule principalement dans le contexte d'une Allemagne très proche des retombées du mur de Berlin. Le mur est peut-être tombé, mais les cicatrices qu'il a laissées ne sont pas encore réparées. Tout au long du voyage de Kenzo Tenma, il se souvient constamment des horreurs créées par un monde divisé. Les néo-nazis, la pauvreté, le racisme font partie de son voyage. Nous assistons maintes et maintes fois aux horreurs d'un monde où nous évitons et craignons l'autre et l'étranger de nos sociétés. Et à travers l'interaction de la distribution principale avec une variété de personnes. L'aspect historique du spectacle aide également à ancrer Johann Liebert comme un produit, et non pas une intrigue machiavélique, mais plutôt de l'époque. Pourtant, cette représentation énigmatique qui diminue et augmente tout au long de l'histoire rend Johann encore plus effrayant. Le monstre de Naoki Urasawa n'est pas sorti d'un conte de fées. Mais Johann Liebert jette à maintes reprises son voile de ténèbres pour nous rappeler que les seuls monstres sont ceux que nous créons. Au-delà de l'utilisation par Naoki Urasawa du docteur Kenzo Tenma comme une feuille, en partie parallèle à Johann Liebert, la sœur jumelle de ce dernier joue également un rôle crucial dans notre compréhension ou notre absence de compréhension de Johann. Nina Fortner est une fille apparemment normale avec des amis, une famille, de l'ambition et des rêves. Lorsqu'elle est présentée à l'âge adulte, elle crée un contraste saisissant avec nos attentes quant à ce que serait la sœur jumelle du monstre. Le parallèle littéraire inéluctable qui dérive des informations de jumeaux dans une histoire est subverti ici, car le lecteur n'imaginerait jamais raisonnablement que ces deux personnages sont des frères et sœurs, et encore moins des jumeaux, si ce n'est pour des connaissances préalables. Cela a pour effet d'approfondir le mystère qui entoure Johann. Mais au fur et à mesure que l'histoire progresse et que Nina poursuit progressivement son voyage vers la vérité, en fin de compte, se croisant à un point de chaos où la dualité de Nina et Johann, la décision d'Urasawa de rendre Nina et Johann identiques lorsqu'ils étaient enfants et de nous présenter les expériences qu'ils ont vécues ensemble au Red Rose Mansion, de telle manière déduit efficacement notre compréhension de la frontière entre la lumière et les ténèbres. Là où des parties antérieures de l'histoire avaient subverti nos attentes, Urasawa supprime ici idéologiquement toute croyance persistante, en une compréhension monolithique du bien et du mal, la remplaçant par une singularité du chaos à la place. En conclusion, qu'elle soit stylistique ou idéologique, la dualité dans le monstre a donc un objectif clair. Elle est la preuve de sa propre inexistence. Urasawa et Madhouse
jouent continuellement avec les attentes et les hypothèses de leur propre public. Où Monster commence comme une lutte idéologique à travers de forts parallèles et de contrastes au sein de ses thèmes et de ses personnages. Il se termine en nous rappelant qu'en fin de compte, les êtres humains sont formellement les mêmes. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte, chers amis japanophiles et amoureux du Japon. Mais rassurez-vous, je vous retrouve dans 3 semaines pour une nouvelle aventure en vidéo à travers l'analyse d'un nouvel animé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire sous cette vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, la vie est un shoujo. Matane!